1er août 2025, nomade, SDF, ce qu'il se passe lorsque l'on est confronté à la cité ou à la civilisation. Alors je prends un sujet un peu vague parce que en fait là où je veux en venir, c'est que nous ne sommes plus de la villégiature. Avant, on pouvait espérer partir sur les routes et demander gîte couvert, surtout lorsqu'on s'approchait d'un village. Et dans cette aventure, notre vie pouvait complètement changer, être impactée par les nouvelles rencontres. Aujourd'hui, nous sommes sédentaires pour la plupart, nous ne sommes pas nomades de la même façon. En tout cas, ça n'est pas revendiqué comme une particularité existentielle, sauf pour des popularités qui sont reconnues comme ça, ou des regroupements de personnes, qu'on appelle souvent les romanichels ou des gitans. On ne considère pas que l'habitation est l'endroit où on est, finalement. C'est-à-dire qu'on est sa propre maison. Et quand on regarde nos cités, on s'aperçoit qu'on n'est absolument pas du tout accueillant. Ni pour celui qui est en voyage et qui a décidé de traverser par exemple un pays ou un continent, ni pour celui qui est délogé de sa vie pour des raisons financières. Alors, il existe bien sûr des foyers, mais encore une fois, c'est risible puisque le prix principalement d'un mois de loyer dans un foyer correspond à quelque chose qui est supérieur que le premier salaire accordé à l'être humain. Donc on va prendre celui le plus bas qui est le RSA et qui est considéré comme un salaire. On en reparlera plus tard. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme un salaire alors qu'en fait il faut se battre pour le droit d'être reconnu comme existant. Pourquoi est-ce que le nomade ne peut pas donc se sentir épanoui dans son parcours? Parce qu'il n'y a rien, absolument rien pour accueillir quelqu'un. Il y a les auberges de jeunesse pour les jeunes gens qui ont des envies comme ça de voyager. Il y a évidemment tout ce qui est guide du routard qui va diriger vers des hôtels qui sont soi-disant pas trop chers, mais en fait, l'idéal, ça serait de considérer que tu peux dormir n'importe où. Tu es censé pouvoir avoir un endroit où dormir parce que c'est la logique de pouvoir se protéger pendant la nuit. Dans n'importe quelle condition. Donc il y a beaucoup de gens qui ont opté pour vivre dans leur voiture. C'est un engouement, on va pouvoir retrouver différentes expériences de vivre dans sa voiture, comment, pourquoi. Je trouve pas ça tellement réjouissant parce que c'est pas l'idéal étant donné que les voitures ne sont pas conçues pour être des habitations. Si nous avions l'idée de construire une voiture qui est conforme en fait à l'habitation, nous aurions des arrivées d'eau possibles de brancher quelque part afin de pouvoir au moins prendre sa douche ou aller aux toilettes. Or, l'être humain est un problème puisque au niveau de l'hygiène, nous sommes une complexité, une complication aussi au quotidien. Il nous faut faire nos besoins, il nous faut se laver, même s'il y a un engouement pour le manque d'hygiène
au bout de 24 heures, on commence à desquamer, et à partir du moment où on desquame, on vient nourrir en fait des tonnes et des tonnes de petites bestioles, et que si on ne se lave pas, vu qu'on est dans un système urbain, si on était dans la nature, ce serait différent. Mais comme on est dans un système urbain, il y a toutes les particules qui viennent se coller, les vêtements, on transpire les 3/4 du temps dedans, donc on macère dans un espèce de jus qui est tout à fait non conforme et qui peut apporter très rapidement des maladies de peau, transmissibles évidemment, bien sûr, telles que la gale ou des choses comme ça. Et donc on n'a pas la possibilité de résoudre cette équation. Donc on part, on ne sait pas où on veut aller, on est étranger, on veut traverser la ville de Paris par exemple, et si on n'a pas d'argent, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que l'on est d'un coup en perte de dignité? Visiter est quelque chose qui apporte de la résonance dans le monde. Pourquoi est-ce que l'on doit être dans la communication d'un monde nouveau à travers aussi ces sortes on ne peut plus parler de villégiature, on ne peut pas non plus parler de transhumance, mais on peut parler de voyage extérieur et intérieur à la fois, qui apporte en fait la considération d'un nouveau monde, puisque c'est en brassant quelque chose que l'on connaît dans une attitude que l'on ne peut définir entièrement, finit par apporter un nouveau monde. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Il n'y a que du préjudice. Être dehors, par exemple, en simple SDF, on est préjudiciable parce que l'on est la représentation de la misère. Alors, c'est pas obligatoirement le cas, puisque on ne sait pas à quelle partie, à partir du moment où la misère commence assez tôt, ça veut dire que le pays ne prend plus en considération sa propre gestion économique, au point que les gens qui sont dans la misère sont en fait des gens qui ne devraient pas y être dans la misère. Donc on les retrouve dans la rue ou dormant dans leur voiture, et ils vont se payer des amendes parce qu'ils vont essayer de se faire un petit coin pour pouvoir dormir, et sans avoir la sécurité non plus. Je ne trouve pas ça honnête. Il faut donc construire des abris. Alors évidemment, bien sûr, c'est une proposition en même temps, je mélange, cette fois-ci dans un article, parce que j'ai pas envie de faire l'étude complète du drame de vivre dans la rue, puisqu'il n'y a pas déjà d'endroit pour se laver. Il y a très peu d'endroits où on peut se laver dans la cité. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on peut aller, par exemple, prendre une douche dans un club de sport, mais encore faut-il avoir une carte de sport, pareil pour la piscine, et ça n'est pas non plus très bienvenu que d'arriver sale pour aller se laver dans une piscine, puisque par logique, on doit aller propre à la piscine. Donc c'est un peu bizarre de proposer aussi une cité qui ne remplit pas sa mission non plus d'être accueillante. Donc finalement, il faudrait construire des petits abris. Alors bon, j'ai entendu parler qu'ils avaient construit des casiers pour protéger les SDF et qu'ils puissent protéger leurs affaires avec des casiers avec des codes. Donc, auquel cas, ça c'est pas mal, mais ça n'est pas suffisant, puisque il y a quelque chose de bizarre de proposer la possibilité de se protéger et de ne pas protéger son corps, quoi. Donc on protège ses affaires, mais on ne peut pas protéger son corps. Je crois qu'il y a mieux à faire. On peut faire des abris qui sont rudimentaires, qui pourraient correspondre à une sorte de campement de fortune tout en bois, par exemple.
avec une espèce de mur végétal qui n'est pas complètement fermé, dans lesquels est disposé des casiers et ce qu'on appelle des couchages en bois, comme des sortes de... Dans ces couchages en bois, il y a suffisamment la place pour tenir à 2 personnes sur un couchage en bois pour l'équivalence d'une corpulence d'un mètre 90, pesant à peu près 120 à 130 kg, donc ça fait l'équivalent de 2 personnes, avec une petite tablette pour pouvoir positionner son repas, et la possibilité de dormir protégé de la pluie. Et en hiver, la possibilité d'avoir des couvertures ou un chauffage qui se négocie aussi par les moyens qu'on peut, que ça soit solaire par exemple, et que ça soit diffus sur certains endroits, mais pas entièrement sur toute la zone. Qu'il y ait aussi une sorte de petite mini cantine avec de quoi faire à manger. Au moins faire cuire des œufs, des pâtes, et avoir la possibilité de faire un repas correct, que ce soit chaud ou un petit déjeuner. Je pense que ces endroits-là devraient se situer près d'endroits de végétation, que ça soit libre d'accès à n'importe qui, y compris même quelqu'un qui a envie de dormir dehors, qui n'a pas envie de rentrer chez lui, et qui peut se trouver à l'abri dans ces endroits. Que la protection soit de mise, c'est-à-dire que personne n'a le droit d'interphaser avec une tierce personne dans ces lieux sans le consentement de cette personne, sinon l'amende est sévère et même passible de prison. C'est-à-dire qu'on est obligé de rester, c'est monacal quoi, en gros, l'ambiance. Enfin, disons qu'on ne peut pas s'octroyer le droit de perturber l'espace réservé à partir du moment où on est dans son espace. Voilà, ça serait pour moi la civilité. Alors, évidemment, les gens se disent, oui, mais on va avoir plein de monde dedans. Ben oui, c'est ça, oui. Parce qu'il y a plein de monde qui sont désolés et désœuvrés de vivre la contemporanéité d'une façon médiocre. Et on se retrouve avec des endroits qui peuvent être accueillants, comme des espèces de petits campements sympathiques, et il faut attendre d'être dans la guerre pour les retrouver, ces campements. C'est ennuyeux de se dire que dans l'idéal, il faut savoir camper, bivouaquer, pour réfléchir aussi le monde qui est à notre porte, qui peut être le monde de la guerre, et qui nous oblige aussi à quitter nos domiciles s'ils sont positionnés dans une zone stratège. Et rien n'est préparé pour ça, il n'y a aucun sentiment de bienveillance autour de la protection en fait des gens qui sont obligés d'être dans l'extérieur et qui doivent se contenter de leur pauvre existence qui tient lieu de maison. Il y a quelque chose qui me dérange profondément dans ça. Normalement, ça devrait être interdit de recevoir une amende pour dormir dehors, quoi. Ça devrait être interdit. À partir du moment où il y a une explication de texte, comme on dit, il devrait simplement y avoir de la bienveillance,
donner un numéro à appeler ou appeler. Par exemple, si la police, par exemple, venait voir la personne et dit vous avez faim, vous avez soif, nous allons appeler le service, il va venir vous apporter des couvertures ou quelque chose à manger si vous n'avez rien mangé. Voilà, ça serait l'honnêteté de considérer d'abord le droit de l'homme, le respect de la personne, et donc le considérer comme étant en danger par rapport à sa propre existence, et donc confronté à un plus grand danger que les autres qui sont protégés dans leur demeure. Et il y a quelque chose qui me gêne dans la façon dont les cités se comportent maintenant. Elles se déshumanisent. Et on n'a pas la sensation de pouvoir être dans l'épreuve sans trembler finalement. Quand on est une femme, c'est terrible parce qu'en fait, il faut s'armer. Il faut littéralement être une sorte de tortue ninja si on a envie d'être dehors. Et c'est même pas sans être dans l'obligation de dormir à l'extérieur. Simplement être une femme en extérieur devient problématique. Et il nous faudrait donc réfléchir à quelque chose de plus humaniste aussi sur la notion de transit. Comment transiter d'un endroit à un autre ou d'une mauvaise passage du temps dans notre existence à un autre passage du temps qui peut s'améliorer. C'est un reflet en fait de notre nature profonde. Nous ne sommes plus serviables et nous ne sommes pas intéressés par l'existence. Nous sommes uniquement maîtrisés par le cerveau reptilien. Le reptilien a gagné sa victoire. La prédation, l'intérêt de soi, nous amène à ne plus considérer que les endroits que l'on devrait partager avec les uns et les autres sont censés aussi véhiculer quelque chose de détendu, de bienveillant. Dans le cœur de cité, on ne doit pas être dans un manque de confiance. Là, on est carrément dans le manque de confiance. Quand on parle de voyage, les gens pensent à Airbnb et ils finissent par trembler de savoir si une conciergerie quelconque ne vient pas utiliser leur propre domicile pendant qu'ils ne sont pas là, s'ils n'ont pas décidé. La façon dont on propose aux gens l'habitation est une façon vulgaire, puisque l'on décentre en fait tout l'intérêt aussi de savoir qui on est, pourquoi on est quelqu'un, et aussi le reflet de l'habitation. C'est pour ça que lorsque l'on est nomade ou qu'on est confronté à l'extérieur, on est littéralement dans une phase psychanalytique. On n'est pas uniquement dans une phase SDF, on est littéralement dans une phase... Alors avant on aurait pu dire c'est une phase philosophique, puisque Diogène a fini dans un tonneau. Mais on n'est pas entièrement Diogène, puisque le rapport sur la réflexion dans le tonneau n'est pas aussi poussé lorsque on voit les SDF qui sont plutôt dans la vinasse que dans le tonneau. Donc ça pose un problème aussi de savoir comment placer cette population qui dérange tout le monde et qui est une population grandissante. Parce qu'il y a énormément de gens qui vivent dans leur voiture et personne n'en parle énormément non plus. Il n'y a pas quelqu'un qui vient faire l'apogée de vivre dans sa bagnole. Auquel cas, c'est les places de parking qui comptent le plus. Et finalement, c'est quoi ce genre de vie?
Est-ce que vraiment on est censé s'épanouir en étant complètement détaché de la matérialité? Un logement restant quand même une des valeurs les plus bankable pour avoir un rapport psychanalytique à soi-même plutôt cohérent. Pour arriver à être en distance dans un désœuvrement ou dans une quête au jour le jour de son existence, il faut vraiment le décider, faut accepter, et ça n'a rien à voir avec être nomade. C'est pas le voyage qui nourrit la pensée, mais c'est le fait d'être confronté au temps qui passe dans une seule et même journée. Donc une sorte d'acte présent qui se déroule et sur laquelle il n'y a plus trop de considération de quel est le sens du temps à penser. C'est pour ça que de faire un signifiant me paraissait être judicieux, plutôt que de laisser évasif la pensée sur le sujet, de rationaliser la pensée autour du sujet par une action concrète, et de monter donc des bivouacs de fortune, principalement lorsqu'il faut combattre le froid ou des mauvaises saisons, avec un vrai respect aussi de la notion d'habitation, puisque pour se construire, il faut qu'on soit, exactement comme à la partie du Covid, dans une distanciation aussi de l'autre. Et si l'on ne respecte pas ces fameux 1 mètre ou 2 mètres sur lesquels doit résider l'aspect de la logique de la propriété de son corps, on est en porte-à-faux aussi sur les premiers sentiments d'injustice qui sont portés à la droite de l'homme, puisqu'on ne peut pas s'auto-défendre. Pas tout le monde est censé maîtriser les arts martiaux, pas tout le monde est censé porter une arme sur soi, puisque c'est pas très conseillé non plus, même si on va venir à porter une arme forcément à un moment donné, si les personnes ne veulent pas se calmer, et on n'a pas non plus de rapport bucolique non plus à la circonstance. Alors c'est vrai qu'il faut un peu d'alcool pour être dans un rapport bucolique, mais je pense pas non plus que tout le monde soit entièrement conscient qu'il y a quelque chose aussi d'extraordinaire à vivre des expériences inédites. Alors je ne conseille pas non plus de vivre dans la rue à titre d'expérience, parce que il n'y a rien pour faciliter la compréhension de sa propre cause. On n'est pris en charge que par son propre tuteur. On est obligé d'œuvrer 10 fois plus, voire 100 fois plus, au maintien de sa cohérence d'esprit. Et je trouve que c'est un peu bizarre, parce que le voyage est quelque chose qui a été porté énormément dans la littérature. On est censé être traversé par le voyage de quelque chose, y compris le mysticisme, comme Paul Coelho l'a bien raconté, ou même dans des états mystiques en faisant le chemin de Compostelle, on peut s'apercevoir que le fait d'être dans un cheminement à travers quelque chose qui est décidé ou non décidé amène en général une réflexion plus profonde. Et je ne veux pas penser que chaque SDF contient un philosophe en lui, mais il a le temps qui est à sa disposition pour réfléchir, en tout cas. Donc si il ne lâche pas son affaire, son petit bateau de fortune, il peut arriver à obtenir aussi une réflexion profonde du monde. Et il n'y aura personne qui viendra essayer de comprendre pourquoi est-ce que la désolation de l'existence a frappé un individu au point qu'il soit obligé de errer dans la rue. Il faut savoir que la rue
et aussi quelque chose qui est menaçant à différents endroits de la vie de n'importe quelle personne. Principalement, par exemple, les divorces. Pas tout le monde est organisé à un lit de secours en période de divorce et a les moyens financiers de se réorganiser une vie. Sur les 3/4 des gens qui ont un coup dur dans leur existence, il y a toujours un coupable. Et c'est rarement la victime qui est le coupable. C'est le manque de solidarité, c'est surtout ça qui fait que la victime se retrouve confrontée à une situation qui contient très peu de solutions. Donc il faudrait que notre cité, finalement, ait un sentiment plus humaniste et pas uniquement que ce soit des œuvres qui sont censées être de charité, puisque la charité est quelque chose qui n'est pas si accepté, puisque la charité, c'est aussi la pitié. J'ai pitié de toi, je te fais donc la charité. Les gens n'aiment pas avoir pitié de quelqu'un. Et ils n'aiment pas avoir à réfléchir aux circonstances qui ont mené une personne à être désœuvrée. Donc, quand on parle de voyage, c'est différent. Mais ça n'est pas non plus quelque chose d'aussi simple. Parce que maintenant, la légitimité de quelqu'un qui voyage, qui est nomade, c'est le fait de s'organiser à faire en sorte que ça soit rentable. Comme l'existence via TikTok à travers une pérégrination et donc une sorte de développer un peu comme Alexandra Neal sur le compte-rendu de la villégiature à travers les monts et vallées qu'on est censé... et ça sera reconnu qu'au nombre de followers. Donc c'est là aussi où on vit une période qui est dénaturée aussi du genre. Et il faudrait donc signifier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à signifier à nouveau dans la cité. Sinon, il n'y a pas de raison que la cité ne se déserte ou qu'elle ne devienne désertique, qu'il y ait quelque chose qui correspond à un désenchantement complet de l'architecture. Et je trouve qu'il n'y a rien, il y a rien de préjudiciable à voir des gens protégés dans des structures qui ne sont pas... Alors je dis ça aussi en prenant conscience que, en toute conscience aussi que les premières habitations, donc ces fameuses HLM, étaient construites temporairement pour loger des gens qui n'avaient pas assez d'argent pour habiter dans des petites résidences, et qu'ensuite ils devaient être relogés, ces gens-là. Dans l'idée, ils devaient être relogés, donc redirigés vers des existences plus agréables, comme ces petits villages montés comme ça en petites résidences. Eh bien, il n'y a rien eu du tout de ce côté-là, et les HLM ont remporté la victoire, puisque maintenant tout le monde veut plus ou moins vivre dans un HLM pour être sécurisé par un loyer modéré. Or, c'est impossible d'avoir un HLM même pour quelqu'un qui est au RSA. C'est la croix et la bannière. Déjà, ça sera privilégié par les familles qui ont des enfants, qui sont des mariés, mais il n'y a pas la possibilité non plus qu'on réponde à votre dossier. Ils peuvent vous laisser végéter 15 années sans qu'il y ait de réponse favorable. Donc, c'est devenu presque un extrême luxe que d'avoir un HLM. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner non plus que la ville commence aussi à recevoir en son sein des personnes qui vont chercher à subsister à l'endroit où ils ont des souvenirs aussi, puisqu'on ne peut pas décentraliser non plus le SDF dans des camps de fortune en extérieur,
puisque ça ressemble trop à une variation de guerre sur laquelle on cache les pauvres derrière des remparts ou derrière des murs qui s'élèvent beaucoup trop haut, au lieu de changer la donne. Alors évidemment, pour arriver à un modèle beaucoup plus détendu, plus basé sur une communauté euh, avec plus d'humanité, il faut être ingénieux. Il faut rendre compte aussi de quelque ingéniosité. Évidemment, on ne va pas construire des maisons dans les arbres, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelques abris au cœur de la cité sont dans les arbres. Ainsi donc, protégé du sommeil, tu tireras ta gloire à te réveiller nouveau. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour s'en sortir. Il faut un Wi-Fi qui est performant, chose que l'on n'a désespérément pas au sol non plus. Qui a donc le Wi-Fi le plus performant qui existe? Ceux qui sont capables de dupliquer leur connexion. Donc en extérieur, les zones de stratège sont principalement la gare. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce qui n'est pas normal non plus, puisqu'il faut pouvoir avoir un centre, toujours la considération d'un foyer. Et je dis ça à cause de la grotte de départ. La grotte de départ, c'est la maîtrise du feu, la considération de la communauté qui est constituée au départ non pas par l'amitié, mais par la préservation de l'espèce, littéralement, puisque au départ, il n'y avait pas de considération particulière. Les gens se regroupaient pour préserver leur espèce et s'organiser pour aller chasser et cueillir des choses. On ne peut pas penser qu'on doit aller s'organiser pour aller chasser et cueillir des choses dans la cité. Donc il y a quelque chose qu'il faut accepter. Nous avons créé la misère et il faut donc lui octroyer sa légitimité aussi au sein de nos cités en pouvant se combattre elle-même de sa propre condition. En faisant voilà, des abris par exemple. Ça peut être sponsorisé par différentes entreprises. Des structures qui s'adaptent complètement à l'urbanisme, mais qui ont quelque chose de campagnard, comme un chalet qu'on peut rencontrer quand on est en haute montagne. On est content d'arriver dans un chalet quand on est en haute montagne. On ne peste pas en se disant « Ah mon Dieu, j'ai oublié de réserver ma place dans le chalet en haute montagne pour mon bivouac ». Il faut pouvoir quitter n'importe quelle ville qui vous amène vers le non-sens et partir avec son baluchon. Il faut pouvoir miser sur le zéro, le rien du tout et s'en sortir. Et donc, par logique, il faut proposer aussi des solutions à des personnes qui n'ont rien et qui peuvent quand même s'accrocher à une branche, au lieu de se laisser happer et tourmenter par le tourbillon de l'existence qui peut être extrêmement violent. Donc voilà, nomade, SDF, finalement, on ne sait pas trop dans quel sens prendre. Le sens de la villégiature, je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris son sac et ne serait-ce qu'aller monter dans une montagne pour traverser, ne pas prendre par exemple le chemin usuel comme le train ou simplement à vélo. Déjà, on a un vague sentiment de déjà vu où il fallait prendre son cheval et traverser la forêt et rencontrer
je crois pas que ça soit vraiment très intéressant de revivre ce genre d'état, parce qu'on n'est pas du tout formé pour ça. Alors moi j'invite les gens quand même à avoir une sécurité hein, chez eux. Pas grand chose, hein, un réchaud. Euh, on peut vite se retrouver même dans son propre domicile, dans un inconfort à toute épreuve, puisque presque tout marche à l'électricité. Demain il y a la guerre, on sera des SDF sous un toit, mais on sera quand même au même titre qu'un SDF, on sera obligé de se débrouiller pour faire un bivouac dans sa propre maison et essayer de négocier son ouverture de porte si les gens ont des clés connectées, des machins comme ça pour pouvoir rentrer chez eux. Ça va être la croix et la bannière pour arriver à réguler tout leur système connecté dans leurs propres habitations. Donc finalement, si les gens savent faire au moins un bivouac dans leur salon, ils comprendront ce que ça veut dire aussi que d'être concentré sur la première habitation qui nous est octroyée là à l'heure actuelle. Et la première habitation qui nous est octroyée, c'est un sac à dos avec une tente dedans. Hein. C'est tout. Alors pour ceux qui sont un peu douillés, il faut mettre un tapis dans la tente. Il faut au moins 2 sacs de couchage, un pour l'été, un pour l'hiver. Il faut pouvoir accrocher ses gamelles. Il faut pouvoir avoir quelque chose qui fournisse quand même de l'électricité, donc être équipé de panneaux solaires ou alors des choses. On s'aperçoit qu'en fait, résoudre l'énigme de la survie à l'heure actuelle est un casse-tête terrible et on ne peut pas miser sur personne parce que les gens n'ont pas du tout de conscience de ça. Pour eux, ce genre d'aventure, c'est la randonnée. Il y aura tout dans la voiture et puis la tente un peu plus loin, quoi. Donc c'est à réfléchir, en fait, hein, sur le fait que nous ne sommes pas libres de ce que nous sommes. Par exemple, je vais un petit peu bifurquer, mais il fait chaud. Voilà, en été, il fait chaud. Si on a envie de dormir dehors, par exemple, d'aller prendre son sac de couchage et d'aller dormir là où il y a de l'air frais, dans n'importe quelle cité ou n'importe quel endroit, personne ne le supporterait. Pourquoi, finalement s'il y a une fontaine qui donne de l'air frais, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller dormir à la belle étoile? Pareil sur la plage, pour les gens qui ont la possibilité d'avoir ou des lacs, des rivières, des choses comme ça. Tout est interdit. Tout est protégé, tout est interdit, tout est complètement verrouillé. Et on ne peut pas penser que ça peut être autrement. Et lorsque l'on s'aperçoit que l'on est dans la rue ou qu'il faut se mesurer à quelque chose de misérable, eh bien on retombe encore dans le rouage désespérant justement des œuvres de Victor Hugo. Il n'y a rien qui peut apporter ne serait-ce qu'un petit cahier de poésie si on n'est pas complètement extrait de la circonstance qu'on est en train de vivre. Donc voilà, au moins ça. Au moins un petit endroit où il y a une trentaine de lits, ou même 50. Alors évidemment, ça paraît immense. Mais pas obligé que ça peut être 3 éléments de 10 couchages.
Du côté du 12e, il y a vachement d'espace, il y a la végétation, etc. Le métro est pas très loin non plus. Il pourrait y avoir des campements extraordinaires, des feux de joie, de la musique, etc. Qu'on puisse vivre aussi une expérience insolite d'existence tout en étant proche de la cité. Alors je dis ça aussi parce que les gens de cirque, enfin les artistes, on a l'habitude d'être dans les voyages. Donc on est décentré de chez soi très rapidement. On est sur les feuilles de route, il faut prendre le bus, le train, le métro, etc., l'avion. Dormir, savoir s'organiser son monde à n'importe quel endroit. Et il y a quelque chose de très agréable aussi, à savoir se centrer, avoir sa petite bouilloire, se faire sa tisane, etc. Bon, c'est pas grand-chose, surtout que c'est assez bien sécurisé. Hein. Les comédiens sont toujours dans des hôtels assez sympathiques, mais on peut bivouaquer aussi en extérieur. Et finalement, c'est toujours des expériences qui sont intéressantes. Donc les cités devraient être plus conscientes que le monde propose aux gens d'être désœuvrés, d'être livrés à eux-mêmes. Dans des murs glaciales, comme dans une œuvre un peu kafkaïenne. Qui peut arriver à extirper le protagoniste d'une circonstance pareille? C'est comme dans une œuvre littéraire, c'est pareil. Quel est le procédé pour délivrer quelqu'un d'un parcours aussi austère? Il ne faut pas croire que l'être humain est celui qui est le plus vectoriel de tout, ce n'est pas vrai. La direction de son existence, elle dépend de plein de choses, y compris la méchanceté aussi des gens qu'on n'arrive pas à combattre. Et qui font de vous une personne qui ne peut pas sortir non plus de sa condition. Donc il y a quelque chose quand même à prendre en considération, surtout qu'on est dans un développé où la misère ne doit pas apparaître et on est littéralement intrigué par le faste qui, lui non plus, n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Donc qui n'apporte pas non plus d'espérance, comme on dit. Avant, on pouvait nourrir de l'espérance dans ses propres rêves, et auquel cas, on partait en villégiature, on prenait son baluchon, on allait dans d'autres cités, en pensant trouver la consécration aussi de ses propres conceptions d'exister. Là, il n'y a rien du tout. Tout est misérable, tout est petit, tout est grotesque. On vous parle d'un petit prix, finalement on s'aperçoit qu'on a dépensé une fortune pour un couchage qui est médiocre. Tout est brisé dès le début. Quand on voit par exemple des gens qui sont en extérieur, qui sont dehors, on ne les retrouve pas le lendemain. Il y a quelque chose de très angoissant. Où sont-ils? Qu'est-ce qui s'est-il passé en 24 heures? Ils ont disparu. Ne me dites pas qu'ils sont allés dans un foyer. Le foyer, c'est hyper cher. Ils ont les moyens de se payer un foyer. Où ils sont passés, ces gens-là? On les voit plus. C'est hyper angoissant quand on est citoyen. Au moins, on peut avoir une action aussi. Quand il y a un lieu fixe, ne serait-ce que dans le quartier, comme une sorte
de naturel, d'un mouvement naturel, les gens sont plus à même d'être réceptifs aussi à quelqu'un. C'est une sorte d'apprivoisement aussi. On peut pas dire à chaque fois, oui, moi je l'aime bien mon clochard qui est à côté de la boulangerie, je lui donne la pièce tous les jours. Ça ne va pas, ça. On peut pas s'accoutumer à ça. On doit faire en sorte que le mouvement qui pousse les gens à être dans un espace qui est beaucoup trop grand, sur lequel la réflexion du monde est trop complexe, il faut pouvoir après se recentrer. On parle de personnes, on dit est-ce que je vais pouvoir me recentrer? Voilà, je pense pas que je vais parler des nomades, ça sera suffisant. Bon, c'est vrai que ce que j'en pense, c'est à débattre. C'est un sujet épineux, il faut donc proposer des choses. Donc j'ai mélangé un petit peu là pour le coup. J'ai des projets construits que j'ai mis sur dossier, sur l'intérêt aussi de s'intéresser à la cité. Mais il est vrai que d'être menacé, ce qui est souvent le cas, de personnes qui sont mal intentionnées parce qu'ils sont développant une stratégie de guerrière contre l'apparente nuisance de ces personnes qui ne sont pas des actifs, je trouve ça monstrueux. Avant, avec la crainte de Dieu, les gens pensaient qu'ils pouvaient tomber sur Dieu n'importe quel coin de rue. Donc, ils se méfiaient. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà ce que j'en pense, et donc c'était à débattre.